Hugo Lindenberg. Un jour, ce sera vide. Elle porte un chandail noir sur une robe orange à fleurs blanches. C'est une blouse plutôt qu'une robe avec une encolure assez profonde en V. Si bien qu'on voit la peau de son cou, épaisse, veineuse, et ridée comme celle de ses mains. Elle fait la vaisselle et je me dis que ma grand-mère a toujours les mains dans l'eau. Elle a des chaussettes bleues ou grises, assez hautes, enfoncées dans des sandales en plastique. Est-ce que ma grand-mère ressemble à une femme de ménage? Est-ce qu'une femme de ménage porterait des lunettes fumées? Je la regarde, assise sur un tabouret, je ne fais rien. Bientôt, ça l'agacera, que je la regarde comme ça, que je ne fasse rien. Elle me chassera comme une mouche d'un claquement de langue. Mais je peux encore étirer le moment, l'observer, à condition de ne pas faire trop de bruit. C'est ma manière à moi de l'aimer, une manière de chien. Ça me suffit parfois, c'est même une sorte de bonheur. S'il n'y avait que nous deux sur Terre, ça m'irait, ça sonnerait juste, ce serait même assez beau. Je la regarderais promener son transistor d'un espace à l'autre et se mettre à l'ouvrage dans un labyrinthe infini où chaque pièce de l'appartement ouvrirait sur la suivante. Qu'elle plie le linge ou qu'elle repasse, la sensation est la même que lorsqu'elle me lave. Une rivière somnolente s'écoule le long de ma nuque. Magie de ses mains. Je ne connais pas de spectacle plus mélancolique que celui de ses mains. Profitant de sa sieste, je glisse mes doigts le long du paysage escarpé des veines qui irriguent le champ de taches brunes de sa peau fanée. Des veines offertes, à découvert, que j'essaie de pincer entre deux doigts de peau fine, mais qui s'échappent sans cesse, roulantes et fragiles. Effrayante fragilité. Il y a le corps solide de ma grand-mère, ses postures d'écorce, et puis il y a ses mains, feuilles tremblantes et vérolées, par lesquelles la mort exprime tout son génie. Alors qu'elle écosse en silence, j'imagine sous la blouse les seins exsangues aperçus dans le miroir, les seins séchés, aspirés du dedans, par la gloutonnerie braillarde des enfants de la guerre, les seins vidés par la fatigue. Est-ce que ces fesses aussi sont vides? Est-ce que moi aussi, un jour, je serai vide? Arrête avec ton genou. Ça y est, je l'agace. Comme quand je dis ça me gratte au lieu de ça me démange. Tu n'as rien à faire? Le garçon n'est pas là? Le garçon, c'est Baptiste, et ça ne m'intéresse pas. Moi non plus d'ailleurs. Aujourd'hui, il ne m'intéresse pas. Légère indifférence. Je veux plier du linge à la maison. Que ma grand-mère me raconte son arrivée à Paris, gare de l'Est, quand sa cousine a oublié de venir la chercher. Qu'elle me redise la nuit où elle a cru que c'était fini à cause des voix des soldats en allemand, dans la pénombre, juste après les barbelés à la frontière, mais que c'était des soldats suisses et que ça voulait dire qu'ils étaient sauvés. Je veux qu'elle me reparle de la polenta qu'ils mangeaient dans le camp des réfugiés et de la coqueluche qui a failli emporter mon père. De Monsieur Dupont, il faut toujours dire merci, Monsieur Dupont, parce que c'est lui, le commissaire, qui a dissuadé mon grand-père de se déclarer. Qu'elle redise son frère, à elle, tombé sous les balles allemandes, abattu avec sa femme et son fils, quelque part aux confins de la Pologne. Je veux qu'elle me roule dans ses souvenirs, en repassant des mouchoirs qu'elle glissera ensuite dans sa manche. Plus c'est cruel, mieux c'est. Et puis la faire rire aussi. C'est incroyable quand je la fais rire. C'est un dépaysement. Comme cette fois où des cousins sont venus nous rendre visite d'Israël et qu'elle a bu et qu'elle a ri. Jamais je n'avais vu ça. Le plateau chinois, les petits verres à brandy, tout ce qui dort habituellement dans les vitrines de la salle à manger, soudain utile. Et le cou de ma grand-mère se renversant tandis qu'elle riait. Il y a une photo de cet après-midi-là. Hideuse, comme toutes celles qu'elle prend. Dessus, on ressemble à des pauvres, entassés sur un vieux sofa en velours vert ou rouge, l'air gêné, on dirait des étrangers. C'est pareil quand elle me photographie dans le jardin du Luxembourg ou sur le balcon, toujours avec des grilles derrière moi. Les photos de ma grand-mère font honte. Elles n'ont rien à voir avec celles des autres, on les dirait prises avant, ailleurs, toujours au crépuscule de novembre. Avec mes habits achetés chez C&A, mes cheveux trop épais, trop bouclés, mes dents de lapin et ma tante qui bave dans un coin entre deux assiettes clouées au mur.
Ses préférés atterrissent dans des cadres dorés qui abritaient jadis des parents oubliés et qui donnent l'air à tout le monde d'être morts. Moi, enfant courant sur la plage en ciré jaune, mort. Ma tante, assise à la table du balcon à côté de la gouttière, morte. D'autres gens dont je n'ai pas envie de parler, morts. Et bien sûr le grand-père, d'autant plus mort qu'il est vraiment mort, entend chaque pièce de son regard soucieux. Cet homme, dont le corps est pour moi ce meuble en fer de la salle du téléphone, dans lequel, faisant de quelques microfilms indéchiffrables et de vieux dossiers couverts d'une écriture microscopique. Personne ne parle jamais de lui, sauf ma tante, qui dit parfois « papa ». D'abord, je doute toujours. Est-ce qu'elle parle de mon père ? Et quand je comprends que non, c'est du sien, alors je peine à imaginer cet étrange attelage, vivant à tu et à toi dans l'appartement de Paris. Les enfants à l'assaut du lit parental, au premier rayon du dimanche, se faufilant sous les draps dans le giron familial. Giron, ce mot étrange qui me fait penser à un grand oiseau et dont j'imagine qu'il parle d'amour, de tendresse et de baisers joyeux. Ce mot qui ne leur va pas, comme celui d'enfant, incompatible avec ces deux zombies que sont ma tante et mon père. Chez nous, il n'y a pas plus d'enfants que de girons. Il n'y a que des survivants qui errent parmi les fantômes. C'est bientôt l'heure du déjeuner qu'on prendra finalement en silence en écoutant le jeu des 1000 francs. Ma tante restera dans sa chambre, elle ne se sent pas bien. En réalité, je sais parfaitement qu'elle est contrariée à cause du Diablo. Ce matin, j'ai voulu lui emprunter le Diablo vert qui est dans l'armoire à côté de son lit, parmi d'autres objets figés dans le ciment de sa jeunesse. Inutile de dire que je ne l'ai jamais vu s'en servir. Quand je suis entré, elle fredonnait une chanson triste à son bureau derrière un épais voile de cigarillos, les jambes nues, recouvertes de poils très noirs. Il fallait faire de gros efforts pour ne pas regarder et ne pas trop aspirer d'air non plus. Comme j'étais de bonne humeur, j'ai fait simplement, normalement, j'ai juste demandé « Est-ce que tu peux me prêter ton Diabolo ?» Elle s'est mise en colère, en me déclarant que je ne devais pas fouiller dans son placard, ce qui m'a paru très étrange vu que je passe précisément mon été à fouiller dans les placards de la villa. Par ailleurs, m'a-t-elle affirmé, alors que la cendre de son cigarillo devenu immense tremblait sur le cigarillo lui-même, devenu minuscule, il se pourrait très bien qu'elle aille cette semaine faire du diabolo sur la plage. Je l'ai regardée en souriant, parce que je ne voulais pas que les battements de mon cœur m'entraînent dans le tempo de la colère, et j'ai pris une grande bouffée d'air au risque de l'asphyxie. « D'accord !» j'ai dit, en déclarant mon regard derrière elle, loin dans les nuages, par la fenêtre, pour y faire exploser quelque chose d'imaginaire. Je suis sorti de la chambre en me jurant que son Diablo, elle pouvait faire une croix dessus, parce qu'à la première occasion, quand elle sera morte par exemple, je m'en ferai une lampe de chevet. Au moins, ça nous évite un repas à l'entendre aspirer son potage avec des bruits de cochon. Voilà ce que je me dis en mettant la table, avec quand même un couvert pour elle, parce que ma grand-mère va bientôt me demander d'aller la voir, de lui demander gentiment si elle ne veut pas se joindre à nous finalement. Mais je choisis pour elle le verre dépareillé, le couteau qui a du noir sur la lame et l'assiette à l'émail le plus fatigué. Je pratique l'art de la nuisance invisible, de la mini-punition. C'est le grume, la science occulte que j'ai mise au point pour séparer son monde du mien et qui demande une attention de tous les instants. Toujours choisir le meilleur pour moi et ma grand-mère, et pour elle, le grume. Le fruit taché de pourriture, la serviette laide qui restait trop longtemps dans le tambour de la machine en a conservé l'odeur de moisi, le verre sur lequel est collé de la pulpe séchée d'orange. Le grume organise des espaces distincts dans lesquels il fait œuvre de maléfice par la grâce du pourrissement. Mais ce midi, seul avec ma grand-mère, je pourrais laisser défiler mes pensées sans malice et sans grume, manger la soupe en écoutant la radio battre la mesure du temps, indifférent au monde qu'elle raconte. Je veux le rien, l'habituel, le calme.
Ainsi, seul à la table comme un prince, jouir du spectacle des allées et venues de ma grand-mère, de la cuisine à la salle à manger. Apportant le plat dont j'ai regardé la préparation avec nonchalance, se relevant pour chercher le sel ou une carafe d'eau, juste pour moi. Ne pas lui dire que j'aime par-dessus tout le moment où, debout à côté de mon assiette, elle découpe le jambon avec ses gros ciseaux de cuisine dans un bruit de tissu épais. Mais simplement demander plus de jambon pour qu'elle se relève, essuie ses mains sur son tablier et recommence cette comptine muette. Puis, la laisser desservir en buvant du jus d'orange pétillant, les pieds ballants, les coudes sur la table, en se disant que ce couple-là, le nôtre, est sans doute le plus heureux qu'elle ait jamais connu.